donc mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode Chasse-Patate. À quelques jours du départ de la grande boucle 2020 à Nice, le Gruppetto au complet se met en mode Tour de France et aujourd'hui on va s'intéresser aux enjeux de la course, à leur parcours, favoris ou encore les coureurs à suivre. Et pour cela, accueillons évidemment Mathieu et Alexandre. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Brice, salut à tous. Bienvenue dans cet épisode, dans ce nouvel épisode Chasse-Patate. Bon, très rapidement, comment on se sent à 3 jours du départ du Tour de France, Mathieu ? Ah bah vivement que ça commence là, ça fait... Normalement le tour aurait dû être fini il y a un mois, normalement. Et il va partir seulement samedi et d'ici quelques jours, donc ouais, vivement que ça démarre quand même. Alexandre, très impatient également, j'imagine ? Ah oui, absolument. Moi j'attends de vive voix. Enfin, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Impatiemment, va-t-on dire alors ? Impatiemment. Voilà. Eh ben, le vocabulaire encore un peu trop anglais. C'est ça. Je cherche mes mots. Merci. Un podcast, les amis, en 3 parties. Alors, sur cette première partie, on va évoquer évidemment le parcours du Tour de France 2020, le Tour du Sud de la France, comme certains se sont amusés à l'appeler lors de sa présentation en octobre dernier. Départ le 29 août et arrivée le 20 septembre prochain à Paris. En seconde partie, on abordera les principaux favoris et outsiders, et il y a des choses à dire. Et enfin, en troisième partie, on fera un focus spécifique sur certains coureurs, voire certaines équipes. Avant tout cela, première question, Mathieu, s'il y avait 3 points chauds à faire ressortir sur ce parcours, ce seraient lesquels ? Alors, tout d'abord, c'est pas vraiment c'est un parcours qui est dans la lignée des parcours précédents, qui laisse de moins en moins la place au contre-la-montre, déjà, avec un chrono relégué en avant-dernière étape, le dernier samedi, et en plus un chrono montagneux qui arrive à la planche des belles filles. Donc voilà, le chrono joue de moins en moins une place importante. Ensuite, c'est un tour très montagneux, ça on sait depuis la présentation et tout le monde est au courant. Voilà, il y a de la montagne partout dès le départ, la deuxième étape, quatrième étape, etc. Tout au long du parcours, il y a de la montagne, beaucoup de montagne. Mais en même temps, c'est la dernière semaine qui va compter, c'est la dernière semaine où il va vraiment se passer les choses. Parce qu'auparavant, ça va être un petit peu plus light ou moins approprié pour faire des décisions, j'ai envie de le dire. Alors tu parles de la 3e semaine, est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on peut s'attendre finalement à un début de Tour de France plutôt cadenassé de la part des favoris ? On sait notamment que la 2e étape arrive déjà au sommet, et puis très rapidement on a étape 4 l'arrivée à Orsières-Merlette. Ensuite 6e étape au Montégoal. Voilà, exactement. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à une course plutôt d'attente de la part des leaders sur ce début de Tour de France ? Je pense que ça serait quand même très très optimiste que d'attendre les leaders comme Roglic, comme Bernal, comme Pinot, attaquer, faire quelque chose dès la 2e étape. Vraiment. Surtout quand on voit leur état de forme, et ça on en parlera plus tard, mais on va commencer à le dire, le Tour de France est long. Bouger dès la 2e étape en visant la victoire d'étape, ça peut être... ça serait joli, ça c'est sûr. Mais c'est pas là que le Tour va se gagner. On a toujours l'habitude de dire que le Tour se perd au début, mais ne se gagne pas. Et je pense que là, ça sera une nouvelle fois le cas. Le début de Tour de France permettra de voir qui ne gagnera pas le Tour, qui est déjà hors de forme, qui va perdre trop de temps. Mais pour vraiment voir qui va prendre du temps face aux autres et qui est au-dessus du lot, ça me semble un petit peu compliqué. Alexandre, pour toi, les étapes clés de ce Tour de France, ou en tous les cas les 3 moments que toi tu attends avec impatience pour voir la course se décanter entre les favoris ? Oula, alors entre les favoris, j'attends surtout les 2 étapes pyrénéennes en fin de première semaine, parce que c'est vraiment là on va voir les favoris qui sont pas en forme, les favoris qui sont en forme vraiment se dépasser. Alors peut-être pas à Loudanviel qui semble plus axé baroudeur, mais déjà la Reims avec le col de Marie-Blanque juste avant l'arrivée peut être pas mal. Et surtout les grosses étapes de montagne en milieu de 2e semaine avec le Pas de Pérol et le Grand Colombier, où vraiment je pense que là on verra, voilà, il y a eux qui jouent la gagne, il y a eux qui jouent le podium et il y a eux qui jouent le top 10.
Alors, tu parles des étapes pyrénéennes. Elles ont beaucoup été alors critiquées. C'est peut-être pas le terme le plus adéquat et le plus approprié, mais on dit que le passage des Pyrénées est un petit peu escamoté cette année. Toi, c'est pas forcément ton avis. Tu sens qu'il va y avoir de la bagarre et tu sens que les leaders vont pouvoir déjà se tester, se jauger en fin de première semaine. C'est vrai que ça aurait pu être mieux tracé. Je dis pas le contraire. Notamment l'étape qui arrive sur la Reims, mais je pense pas non plus que les leaders vont totalement escamoter les montées. Enfin, peut-être la première vers Loudanvielle, vu qu'après sur la Reims on attaque avec un autre morceau. Mais je pense qu'avant la journée de repos, forcément on verra des attaques dans Marie-Blanque, vu que ce sera la dernière opportunité en première semaine pour les leaders de se départager. Donc je vois bien au moins une petite bagarre entre favoris qui font des écarts de 20-30 secondes avant la Reims. Ça, c'est clair. Mathieu, tu évoquais un parcours qui ressemble un petit peu aux années précédentes, notamment avec cette part du contre-la-montre qui est sans cesse réduit. On observe des parcours qui ont largement évolué sur ces 20 dernières années depuis l'ère Jean-Marie Leblanc, des parcours un petit peu plus équilibrés, avec moins de phases de transition. Tout ça, j'imagine, pour proposer sans cesse une course de mouvement, une course d'attaque. Est-ce que cette évolution du tracé du Tour de France, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui te plaît ? J'ai envie de dire que oui et non. Alors oui, dans la mesure où il y a plusieurs années, quand on était à l'ère Jean-François Pécheux, une première semaine avec que des étapes de plat, très clairement c'est chiant. C'est pas mal d'avoir un petit peu de diversité. Après, je pense qu'on est peut-être cette année-là tombé dans l'excès inverse, avec quasiment la moitié du tour qui se passe en montagne, avec un seul chrono en montagne. Voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu, et je sais que c'est compliqué. Alexandre, on a sur ce tracé du Tour de France seulement, j'ai envie de dire, 2 étapes de plat qui se succèdent. Est-ce que cette non-présence d'arrivée favorable pour les sprinteurs, arrivée massive, est-ce que c'est quelque chose qui va manquer au Tour de France, ou plutôt qui va, toi, t'intéresser et t'exciter davantage ? J'ai un peu de mal, surtout pour les sprinteurs, parce que le Tour de France, c'était quand même le grand rendez-vous des sprinteurs. Là, on aura 4 étapes, en comptant celle de Paris, qui seront exclusivement dédiées aux sprinteurs. Pour moi, ça fait un peu léger quand même. Je vois quand même le Tour de France à devoir au moins 6 ou 7. Et surtout qu'il y avait des opportunités, notamment en première semaine. Je ne demande pas à ce qu'on en mette tout le temps, comme sous l'ère Pécheux, on se tapait 4-5 étapes de plat d'affilée avec 250 bornes. Mais au moins avoir une opportunité, notamment pour les sprinteurs en première semaine, où c'est normalement leur domaine à s'exprimer. Pour moi, oui, ça va manquer. Après, c'est pas très très grave, mais je pensais qu'il y aurait plus d'étapes de plat sur ce Tour de France, ça c'est clair. Eh bien, on va laisser le parcours du Tour de France de côté. On a fait une rapide présentation des étapes qui se présenteront aux coureurs du Tour de France. Et on va désormais passer à la deuxième partie et s'intéresser aux favoris du Tour de France. Donc, je vais vous laisser la parole, Alexandre et Mathieu. Comment est-ce que vous situeriez un petit peu les différents prétendants ? Est-ce que c'est une liste plutôt restreinte ? Est-ce que, au contraire, c'est une liste de prétendants plutôt exhaustive ? Mathieu, ton avis un petit peu sur ces favoris qui se présentent au départ du Tour de France ? J'ai envie de dire c'est plutôt une liste exhaustive. En tout cas, vraiment, à quelques jours du départ, j'ai envie de dire, j'arrive pas à ressortir un nom du lot, vraiment. Parce que si on regarde vraiment purement ce qui s'est passé juste sur le vélo, Primož Roglič a été très fort. Mais il a abandonné le Dauphiné. D'après ses déclarations, ce que sa femme a également dit, il n'est pas à 100%, même si son équipe tente de rassurer le jeu. Donc, voilà, c'est quand même pas extrêmement rassurant. On a Egan Bernal qui a été très costaud, mais lui aussi, problème de dos, il a abandonné le Dauphiné. On a Thibaut Pinot qui a fini le Dauphiné deuxième, très costaud, mais lui aussi des problèmes de dos, il n'a pas fait le championnat de France. Voilà, après derrière on a des garçons comme Pogačar, comme Dumoulin, comme Mikel Landa, comme Bourgman, qui a lui aussi abandonné le Dauphiné sur chute. Enfin, c'est très compliqué. J'ai en tout cas pas l'impression qu'il y ait un coureur qui arrive en pleine possession de ses moyens à 100% et vraiment au-dessus du lot. Ça me semble assez ouvert. Même s'il y a les 2 formations de Jumbo-Visma et Ineos Grenadier,
qui ont l'air quand même assez solides. Est-ce que les excuses de blessures ou problèmes de dos, c'est pas eh bien pour réajuster les derniers éléments, les derniers entraînements ou pour prendre du repos, parce que la saison est si particulière que depuis la reprise de la saison début août, eh ben ils ont accumulé un gros bloc de course et il fallait souffler après le Dauphiné, voire même avant la fin du Dauphiné. Je pense pas. Enfin, surtout quand tu es sur le Dauphiné, c'est l'épreuve pour te tester. Si t'as pas de soucis, tu vas au bout. Là, c'est vrai que le fait que ça soit le critérium du Dauphiné 2 semaines avant le Tour de France, s'il y a le moindre pépin, on va pas prendre le risque d'aggraver les choses. On va se préserver, on se retire de la course, etc. Voilà, c'est ce que Egan Bernal a fait. Il a pas chuté, il avait seulement un retour de mal de dos. Et voilà, pour pas prendre de risque, il a pas pris le départ de la 4e étape, même si il s'est entraîné en parallèle. Donc non, pour moi c'est simplement des petits soucis. On prend surtout pas de risque. Il faut surtout pas prendre de risque avant le Tour de France, et c'est vraiment ça qui est le plus important à mon sens. Alors pour Mathieu, une liste de favoris exhaustive. Alexandre, tu partages le même avis ou alors il y a certains favoris comme Roglic ou Bernal qui sortent véritablement du lot? Non, je suis plutôt du même avis. Je pense que la start list du Tour de France, comparée aux années précédentes, à mon avis, ce coup-ci, ce sera beaucoup plus ouvert que les années précédentes, notamment à cause de plusieurs leaders qui ont eu des soucis, comme Mathieu l'a dit, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de leaders qui sont du même niveau et il n'y en a pas un vraiment qui a fait une impression tel un Froome ou un Geraint Thomas les années précédentes, qui est vraiment largement au-dessus de tout le monde. L'exemple le plus proche qu'on aurait, c'est Roglic, mais Roglic, il a eu, comme on a dit, il a eu ses problèmes lors du Dauphiné, et donc du coup, ça rebat un petit peu les cartes pour des outsiders pour pouvoir remporter le Tour. Donc pour moi, clairement, ce Tour, à mon avis, c'est sans doute un des plus ouverts des 10 dernières années, niveau leader. Thibaut Pinot, version 2020, Alexandre, qu'est-ce que tu en attends? Rien. Franchement, moi, j'ai jamais été un très grand fan de Pinot. Je pense que la plupart des membres du forum le savent. Moi, j'attends surtout qu'il finisse un Tour de France, enfin qu'il se sente bien sur un tour. Après, c'est vrai que il a l'air motivé, il a l'air de vouloir vraiment cette victoire. Donc, et en plus, il approche de la trentaine. Donc, vraiment, je pense que c'est l'année ou jamais pour lui s'il veut vraiment faire un bon résultat. Mais je le vois soit gagner, soit abandonner comme les années précédentes. En fait, je vois pas vraiment de juste milieu pour lui. C'est vrai que justement, ce que tu dis, c'est que, il y a quand même un truc qui est quand même marquant avec Thibaut Pinot, c'est qu'il a fait 7 Tours de France, il en a terminé 3. Ouais. 2012, 2014, 2015. 2012, il fait top 10 avec une victoire d'étape. 2014, il fait podium avec le maillot blanc. Et 2015, 16e avec une victoire à l'Alpe d'Huez. Et depuis 2015, il n'a pas terminé un Tour de France. C'est ça qui est très particulier avec Thibaut Pinot. C'est la question qu'on peut se poser limite le plus avec lui. C'est pas est-ce qu'il a les jambes pour gagner le Tour. Ça, je pense qu'on peut dire oui. C'est plutôt est-ce qu'il n'aura aucun pépin dans ce Tour de France. Est-ce qu'il sera en mesure d'aller jusqu'au bout en pleine possession de ses moyens. C'est ça qui est un peu frustrant au final avec ce coureur, mais aussi qui fait qu'on s'attache à lui. Il y a toujours un truc qui se passe avec Thibaut Pinot. On sait que la bascule n'est jamais très loin, que le risque n'est jamais très loin. Alexandre, pour évoquer, pour parler un peu plus largement à ceux qui ne sont pas forcément sur le forum du groupe Eto, pourquoi tu n'apprécies pas forcément à 100% Thibaut Pinot, pour qu'on soit très clair là-dessus? Tout simplement parce que j'ai jamais vraiment eu l'impression depuis son abandon au Giro qu'il pouvait jouer la gagne sur les grands tours, alors qu'on vendait vraiment Pinot comme le grand coureur français, la grande chance française sur les grands tours, alors que pourtant sur le Tour de France, il n'a jamais vraiment performé depuis 2015, comme Mathieu l'a dit. L'année dernière, oui, c'était le plus fort dans les Pyrénées. Oui, bien sûr. C'était la meilleure chance française pour gagner le Tour depuis je ne sais pas combien d'années. Mais le fait est qu'il n'a jamais fini de Tour de France depuis 2015. Donc, moi, j'ai toujours eu ce blocage sur Pinot où, tant qu'il n'a pas vraiment fini de Tour récemment, j'ai du mal à le placer à son juste niveau, je pense. Mais après, je suis d'accord pour dire que c'est sans doute la plus grande chance française pour remporter un Tour de France de ces dernières années, ça c'est clair.
Alors Mathieu, tu parlais de Thibaut Pinot l'année dernière, très fort dans les Pyrénées et le plus fort. Ça, on l'avait tous remarqué. Et dans une récente déclaration, Thibaut Pinot faisait de nouveau référence à cette étape qui arrive à Valloire et le Galibier, où il disait, il disait qu'il roulait sur une jambe parce qu'il avait donc ce fameux problème au genou. Et malgré le fait de rouler sur une seule jambe, il arrivait à suivre les meilleurs, ce qui laissait un petit peu présager de sa force sur le moment. Donc on a parlé des leaders, des favoris, donc Bernal, Roglic, Dumoulin. On pourrait y ajouter, on a parlé de Thibaut Pinot évidemment, Miguel Angel Lopez, Bourman, Quintana. Je vous ai pas entendu le citer pour l'équipe Arkea Samsic. Ça peut être quand même un élément clé. Je sais pas, Mathieu, sur Quintana qui sort de blessure, je crois. Hein. Voilà, il avait été renversé par une voiture début juillet. Il a pas fini le Dauphiné parce qu'il a eu son problème au genou, justement, qui est revenu là. Donc lui non plus a pas l'air à 100%. Il donnait davantage confiance en début de saison, avec notamment par exemple, sa victoire d'étape à Paris-Nice. Là, je le baisserai d'un cran par rapport à ce qu'on a pu voir en début de saison. Ok, donc pas forcément un des favoris pour la victoire finale pour toi, Mathieu. Le jeune Pogačar, Alexandre, on sait il sort d'une brillante Vuelta en 2019, même étincelante, on peut le dire. Pogačar sur le Tour de France pour sa première. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce que on lit par endroits, et notamment sur des réseaux ou alors sur des journaux, que ça peut être un vainqueur potentiel. C'est quand même fort, non? Je suis absolument d'accord, bizarrement. Tadej Pogačar, c'est quelqu'un qui est très jeune, qui a 21 ans, mais qui a déjà prouvé que sur les grands tours, il pouvait faire de gros résultats. Alors, il a remporté le Tour de Californie, donc qui n'est pas un grand tour, mais derrière, sur la Vuelta, il fait podium, 3e, et il est loin d'être ridicule. Il remporte 3 étapes, je crois. Oui. Et en plus, avec la manière et dans des ascensions très difficiles. Sur le Dauphiné, il était un peu en dessous, j'en attendais un peu plus, mais il a quand même été très fort sur certaines ascensions. À Megève, il finit 3e. Bon, il est légèrement moins bon que Daniel Martinez, mais il se bat quand même, il cravache pour aller chercher cette 3e place et potentiellement un podium qu'il n'a malheureusement pas pu avoir. Mais Pogačar, je trouve que c'est un jeune coureur plein de potentiel et je pense que, à défaut d'être un des favoris pour la victoire, à mon avis, il sera un gros outsider, au moins pour le podium. Ok, c'est noté par rapport à l'ensemble des favoris de ce Tour de France. J'aimerais bien vous interroger un petit peu sur les outsiders, parce que j'en ai fait une liste plutôt exhaustive. Je vous la cite très rapidement. Enric Mas, Adam Yates, on en parlait en off avant l'enregistrement de ce podcast, Valverde, Uran, Higuita, Martinez comme tu viens de l'évoquer, Romain Bardet, Fabio Aru, encore Esteban Chavez. Voilà, beaucoup. Ça manque de Richie Porte. Pavel Sivakov qui peut jouer un rôle aussi. Pavel Sivakov, Alexandre me reprend, il manque effectivement Richie Porte de la Trek Segafredo, voire Bokeh Mollema que je n'ai pas cité. Voilà, on a quand même pléthore d'outsiders qui peuvent se mêler à la lutte pour le podium, voire même pour le maillot jaune, et un petit peu détraquer la course. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu, pour commencer? Là aussi, comme pour les favoris à la victoire finale, il y a du monde. Comme tu l'as dit, là, il y a pas mal de coureurs qui peuvent prétendre à tout ça. Avec ce qui s'est passé sur la reprise des courses, et là aussi des pépins physiques chez certains. Quintana, on en a parlé, qui a chuté, Romain Bardet qui a chuté en Occitanie, on a aussi Carapace qui a chuté en Pologne. Là aussi c'est compliqué. Je rajouterais peut-être aussi Guillaume Martin qui il fait 3e au Dauphiné, qui a été très costaud. Ça peut être peut-être une surprise pour un top 5, sait-on jamais. Donc c'est là encore assez ouvert, et je me dis peut-être que des seconds couteaux de grosses armadas comme chez Ineos avec Sivakov ou Carapace peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu dans une course d'équipe. Alors tu as mentionné Guillaume Martin, le leader de la Cofidis, qui a terminé sur le podium, 3e du Dauphiné il y a à peu près 2 semaines. Chers auditeurs, vous n'avez pas les images, mais j'ai vu un Alexandre qui était pas forcément d'accord et qui a tiqué de la tête. Sur Guillaume Martin, ouais. Mais Guillaume Martin, c'est un bon coureur, mais je le vois juste pas faire top 5, en fait, tout simplement. Je le vois, comparé aux autres favoris, je le vois quand même un cran en dessous, un cran en dessous des autres, malgré sa bonne performance au Dauphiné. Mais ce qu'on oublie quand même au Dauphiné, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abandons et beaucoup de leaders pas en forme. Voilà.
Alors, si on se projette un petit peu sur les étapes montagneuses de ce Tour de France, on a les grosses armadas Ineos et la Jumbo-Visma, Ineos Grenadier, pardon, soyons complets, qui vont imprimer un rouleau compresseur, ou en tous les cas qui seront parmi les équipes les plus fortes. Et à côté de ça, on a quand même des équipes qui peuvent jouer les troubles faites. Je pense notamment à la Movistar, parce qu'on a quand même Valverde, Mas, Soler. Je pense à IF Education First avec Uran, Higuita, Martinez. On peut penser également à l'équipe Mitchelton Scott avec Chavez et Yates. Fabio Aru avec Pogacar pour l'équipe UAE Team Emirates. Donc on a quand même pas mal d'équipes qui, si leurs 2-3 leaders ou très bons outsiders sont performants, eh ben, ils peuvent dérégler le schéma préétabli qu'on attend malheureusement. Ouais, c'est sûr. Après, pour revenir sur UAE Emirates, tu parlais de Pogacar et Aru. Plus que Aru, je citerai plutôt David De La Cruz et David De Formolo qui ont été très costauds sur le Dauphiné. C'est pas des coureurs qui vont jouer le classement général, surtout l'Italien qui de plus en plus est un coureur de course d'un jour, de classique. Mais par contre, pour tenter des coups, bousculer un petit peu la hiérarchie ou même aller jouer des étapes comme ça, ils peuvent être très dangereux. Et associé à Tadej Pogacar, ça peut faire mal, ça peut être un combo très intéressant. Alexandre, ton avis sur l'ensemble de ces outsiders qui peuvent aller dérégler le schéma préétabli ? Ouais, je trouve quand même que malgré tout, les start list en dessous d'Ineos Jumbo-Visma, c'est quand même assez faible. Alors, il y a aussi la Bora qui a été un peu oubliée. Bourkman, derrière Bourkman, il y a quand même Kemna qui a été excellent sur le Dauphiné, mais il y a aussi Rahman qui est pas une brêle quand ça monte. Et aussi AG2R La Mondiale avec Cherel, Connefroy, Latour et Peters pour équiper Bardet. C'est pas non plus des brêles quand ça commence à monter. Mais après, toutes ces équipes, j'ai l'impression, font quand même assez pâle figure comparé à Ineos Jumbo-Visma, où vraiment tu regardes la start list et tu te dis, à part un, voire même deux, en montagne, ça va faire très, 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 très mal. Donc, je vois pas vraiment une équipe pouvoir renverser le schéma établi, même si, comme Mathieu l'a dit, UAE Emirates, ça peut s'en approcher. Et pourquoi pas soit G2R, FDJ, Bora, EF dans un bon jour. Ouais. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, vu la densité, vu la start list de Jumbo et d'Ineos, c'est quand même très compliqué de faire face de manière globale sur les 8 coureurs qui sont alignés. Donc ça sera tenter des coups par-ci par-là. Et voilà, il faudra voir peut-être ce qui pourrait aider à renverser un petit peu ces deux équipes, ça serait que des outsiders s'allient pour aller chercher un podium, le maillot jaune, et tenter de renverser un peu le leader, quoi. J'ai tenté de redorer le blason de la Movistar, mais personne n'y fait allusion, donc on va passer et on va laisser la Movistar de côté. J'ai essayé. Je voudrais juste rebondir. C'est compliqué la Movistar quand même, cette année, depuis la reprise. Et j'essaye. C'est bien tenté, mais on ne sait jamais. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Alexandre, parce que tu avais anticipé la prochaine question. Tu parlais d'AG2R La Mondiale. Romain Bardet, initialement prévu sur le Giro, la crise sanitaire qu'on a connue, bascule sur le Tour de France. Qu'attendre de Romain Bardet pour son dernier Tour de France avec AG2R La Mondiale ? Alors, Romain Bardet, j'ai toujours bien aimé ce coureur malgré tout ce qu'on en dit, tout simplement parce que lui, il est fini ses Tours de France. Mais j'ai du mal à le voir comme un gros leader pour pouvoir jouer la victoire. Je le vois pas jouer la gagne malgré toutes les ressources qui seront mises sur lui. Mais je le vois bien comme un outsider. Au moins pour un top 5, pourquoi pas plus si affinité, mais je le vois quand même un cran en dessous de tous les leaders au vu de ses performances récentes sur le Dauphiné où il fait que 6e, il me semble. Et de base sur Paris-Nice où il finit très très loin, même si c'était en début de saison, on ne peut pas vraiment juger. Ses performances récentes me laissent penser qu'il ne peut pas jouer la victoire, que c'est un peu tard pour lui. Mais au moins, avec l'équipe qu'il a derrière lui, je le vois bien viser le top 5, ça c'est clair. Juste avant de terminer sur les favoris et outsiders de ce Tour de France, on ne pouvait pas ne pas évoquer Julien Alaphilippe, notre Julien national, qui fait
3 sur les France. Il brouille un petit peu les cartes depuis la reprise de la saison, générale, pas générale. On le voit faire des reconnaissances de col en haute altitude. Mathieu, quel comportement va adopter Julien Alaphilippe? Chasseur d'étapes, parce qu'il aura du terrain propice pour cela, ou alors, comme en 2019, essayer d'accrocher une très bonne place au général avec les meilleurs? Bah, ça, si j'ai la réponse, je serais très content de pouvoir te la donner. Mais je suis pas dans sa tête, je suis pas dans la tête de Patrick Lefeuvre, donc je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il peut jouer les deux, il peut jouer sur les deux tableaux. Euh, je sais pas, peut-être tenter d'aller reprendre le maillot jaune avec la deuxième étape niçoise, ou alors un deuxième maillot à poids, ou alors viser encore plus loin au général. C'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en forme. Ça, c'est certain. Il a fait deuxième de Milan-San Remo, troisième du championnat de France. Il était échappé sur les 2 dernières étapes du Dauphiné, ce qui prouve qu'il a la caisse, qu'il est bien en forme. Donc, c'est vraiment compliqué de savoir ce qu'il va pouvoir faire. Et ce qui peut jouer aussi un rôle dans sa course, c'est que les championnats du monde qui devaient avoir lieu juste après le Tour de France à Martigny en Suisse ont été annulés, tout du moins en Suisse, et pour l'instant on ne sait pas encore où ça va se dérouler, ni même si ça va bien se dérouler. Donc voilà, il avait comme objectif d'aller tenter d'accrocher ce maillot arc-en-ciel sur un parcours montagneux. S'il n'y a plus cet objectif à la suite du Tour de France, il y a peut-être davantage à se donner pour jouer le classement général, peut-être. Merci Mathieu pour ces précisions sur Julien Alaphilippe, le coureur français. On va rentrer petit à petit dans la 3e partie de ce podcast Chasse Patate et on va élargir un petit peu. On va aller au-delà des favoris pour le maillot jaune et des outsiders. On va s'intéresser aux autres coureurs parce qu'il y a d'autres éléments intéressants à regarder et analyser, notamment, messieurs, le maillot vert. Alors, nouveau record pour Peter Sagan, ou alors une lutte un tout petit peu plus serrée avec les quelques sprinteurs qui se présentent sur la ligne de départ à Nice. Pêle-mêle, je vous les cite, Viviani, Christophe, Bennett, Sonny Colbrelli, le français Hofstetter ou encore Caleb Ewan. Qu'attendre du niveau de Peter Sagan, maillot vert, victoire d'étape? Dites-nous un petit peu, Alexandre. Ouais, je pense maillot vert, en vrai, il n'y a pas énormément d'étapes qui arrivent au sprint massif qui pourraient convenir à un Caleb Ewan ou à des outsiders type Viviani, Bennett, Nizzolo, voire Kokar, qui était plutôt en forme récemment. Mais pour moi, à mon avis, ça va être très compliqué d'aller chercher le Slovaque pour un nouveau maillot vert, juste au vu du parcours cette année qui avantage plutôt justement les coureurs qui peuvent passer les bosses ou qui peuvent tout simplement passer plusieurs terrains assez facilement. Donc à mon avis, ça va être très très dur d'aller chercher Sagan. Mathieu, la liste un petit peu des sprinteurs, donc c'est les sprinteurs les plus connus que j'ai cités. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et si on compte 3 à 4 étapes de plats qui leur sont dévolues, notamment ça inclut celle de Paris, donc qui arrive après 3 semaines de course. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Essayer de pas louper le coche sur la première semaine et ensuite? Il y a quand même des étapes sur lesquelles ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Ne serait-ce qu'en première semaine, moi j'en vois 3 voire 4 avec la première étape niçoise, ensuite Sisteron et Lavore. Un petit doute sur Priva, mais Priva, ça par exemple pour un Peter Sagan, ça sera très bien. Après, je pense qu'aussi on oublie le facteur X niveau sprint et pour le maillot vert également, qui s'appelle Wout van Aert. Wout van Aert, si on regarde purement ce qui s'est passé depuis la reprise, depuis le début de saison, il peut tout à fait remporter le maillot vert. Cela étant, Wout van Aert, il va être équipier de Primož Roglič, de Tom Dumoulin, de George Bennett, etc. Donc, je ne suis pas certain qu'il vise vraiment le maillot vert. Donc, pour un concurrent pour Peter Sagan, sur le papier, il peut l'être, mais en étant équipier, ça risque d'être compliqué pour lui. Voilà, après, pour revenir sur les autres sprinteurs, ils auront quand même des occasions moins que les années précédentes, mais le Tour, ça reste le Tour, et en étant sprinter, ça se fait quand même. Ça se fait surtout avec un sprinter royal aux Champs-Élysées au bout.
c'est une victoire que beaucoup de sprinteurs aimeraient accrocher à leur palmarès. Alexandre, l'équation Wout van Aert, tu n'avais pas l'air forcément satisfait ou convaincu de l'argumentaire de Mathieu par rapport au maillot vert. Non, c'est pas ça, c'est que justement, il me semble sur une interview récente, il a dit qu'il serait totalement au service de ses leaders et que du coup, il ne jouerait pas le maillot vert cette année. Donc l'argument maillot vert pour Sagan, on aurait dit dans le temps normal, oui, il aurait pu le jouer, mais cette année, il ne le jouera pas. Pour continuer et terminer un petit peu ce tour d'horizon des éléments clés à analyser sur ce Tour de France, on va s'arrêter sur 2 équipes françaises. Alors évidemment, quand on parle des favoris, des leaders, elles ont un petit peu de mal à exister. On va les mettre un petit peu à l'honneur au sein de Chasse Patate. La première, ça va être l'équipe Total Direct Energy qui va arriver avec comme chef de file Lilian Calmejane et il va présenter le sprinter. On n'en a pas parlé, mon excuse, de Nicolo Bonifacio, qui en début de saison avait une forme plutôt étincelante, début de saison 2020 et non pas début de saison à la reprise au mois d'août. Qu'est-ce que vous inspire un petit peu cette équipe Total Direct Energy qui, avec son leader Lilian Calmejane, va vivre ces dernières 3 semaines d'amour avant son transfert chez AG2R La Mondiale, Mathieu? Direct Energy, ça va être Total Direct Energy, ça va être compliqué. Quand tu regardes les coureurs qui sont alignés, parmi ceux qui peuvent vraiment jouer un rôle à la pédale, c'est Lilian Calmejane et Nicolo Bonifacio. Le reste, ça va être des équipiers ou alors des coureurs, peut-être Anthony Turgis, mais sinon, ça va être des équipiers ou alors pour prendre des échappées ou surtout ce qu'on appelle des échappées publicitaires, c'est-à-dire prendre l'échappée sur une étape de plaine et tout en sachant qu'on n'ira pas au bout. Mais Lilian Calmejane, il n'est pas au top de sa forme. Il a chuté en Occitanie, ce qui a fait qu'il n'a pas pris le départ du Dauphiné, et il a abandonné au Tour du Limousin. Nicolo Bonifacio, lui aussi, il a des problèmes de dos, donc il n'est pas à 100%. Donc c'est compliqué, j'ai envie de dire, c'est peut-être la formation la plus faible. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux de jouer vraiment un rôle, surtout si Calmejane et Bonifacio ne sont pas au top de leur forme. Alexandre, les coureurs du team Total Direct Energy vont filer dans les coups. Ça va être ça un petit peu le mot d'ordre de Jean-René Bernodeau? Ouais, clairement, ça va viser une étape s'ils ont de la chance. Pour moi, je les vois vraiment pas jouer les troubles faits sur quoi que ce soit d'autre. Bonifacio, il va être beaucoup trop court dans les sprints à mon avis, sauf miracle, peut-être accrocher une 2-3e place. Et Calmejane, comme Mathieu l'a dit, à mon avis, il jouera pas le général, il ira dans les échappées s'il est en forme et s'il s'est bien remis de sa chute. À mon avis, Total Direct Energy, c'est vraiment l'équipe la plus faible de ce Tour de France et je les vois pas faire de gros résultats. C'est là aussi, j'ai envie de dire, que le recrutement pour Total Direct Energy pour l'an prochain va leur être utile, parce que pour l'instant, ils ont signé Fabien Doubet, mais surtout Alexandre Géniez et Pierre Latour. C'est des garçons qui vont leur permettre d'exister sur le Tour de France. Et franchement, quand je vois leur effectif cette année, j'ai peur pour qui ils vont aligner sur la Volta. Ils vont faire le Tour d'Espagne. Ils risquent d'être transparents, déjà que sur le Tour de France, ça va être un petit peu compliqué. Autre équipe avec un effectif qu'on va découvrir, en tous les cas sur le Tour de France, l'équipe B&B Hotel Vital Concept de Jérôme Pinault. Première participation au Tour de France. Pierre-Roland, Brian Cocard en chef de file pour cette équipe B&B Hotel qui va découvrir après trois années d'existence les routes du Tour de France. C'est quand même une très belle satisfaction. Et je sais pas vous, on va démarrer par Alexandre. On est quand même très content de les voir sur les routes du Tour. Absolument, moi je suis surtout à bord du Cocard Hype Train, vu ce qu'il a montré récemment. Sur la route d'Occitanie, il était très en forme, il remporte une étape, il fait 2e sur une autre. Sur les championnats de France, il finit 2e derrière Arnaud Démare qui était surpuissant en ce moment. Donc franchement, Brian Cocard, il peut jouer l'outsider sur les sprints face à des Caleb Ewan et compagnie. Sinon, derrière, c'est un effectif qui est pas trop mal. Quentin Pacher, Cyril Gauthier, Pierre Roland, ça peut prendre des échappées. Sur un malentendu, ça peut aller au bout, ça peut même jouer la gagne sur des étapes pas trop difficiles. Donc, pour moi, c'est un effectif qui peut exister sur le Tour. C'est vrai que Brian Cocard peut mettre fin au karma qu'il a sur le Tour de France avec cette arrivée, cette victoire si proche à Limoges sur le Tour de France 2016, si mes souvenirs sont bons. Mathieu, tu évoquais l'équipe Total Direct Energy comme un effectif faible, voire le plus faible de ce Tour de France.
L'effectif présenté par BNB Hotel, est-ce qu'il te rassure? Est-ce qu'il te satisfait? Tu le vois plus conquérant, plus à l'attaque? Comment tu le mets en balance par rapport à l'équipe française de Jean-René Berdodo? Alors, plus à l'attaque, je dirais pas ça, parce que sur le plat, déjà, ils vont miser sur Brian Cocard, qui peut peut-être remporter une étape sur le Tour. D'ailleurs, ça va lui faire du bien quand même de retrouver le Tour, sachant qu'il ne l'a plus couru depuis 2016. Après, en montagne, ça va reposer sur Pierre Rolland, hein. Sur le reste de l'effectif, c'est un petit peu le même problème que Total Direct Energy, même si c'est moindre. Niveau densité, ça reste un peu compliqué, surtout par rapport aux performances que les coureurs ont pu avoir récemment. Je sais qu'il y a eu il y a un peu une mini polémique entre guillemets sur la sélection de Maxime Chevalier, qui est passé pro cette année, qui a très peu couru chez les professionnels pour l'instant et qui va découvrir le Tour de France. Ça va être le Benjamin du Tour, donc un petit aspect marketing, mais sportivement c'était peut-être pas le coureur qui méritait le plus. Je pense notamment à Sébastien Schoenberger, l'Autrichien, qui était en balance également. Donc BNB Hotel Vital Concept va pouvoir faire des choses. Après voilà, ça va reposer sur Brian Cocard et Pierre Rolland. On va les voir pour le sprint sur le plat et en échappée en montagne. On sait jamais, peut-être un maillot à poids pour Pierre Rolland. Maillot à poids pour Pierre Rolland, en tous les cas, quand il sera à l'avant, on est sûr que le public le suivra avec attention. Merci Alexandre et Mathieu pour vos regards sur ce Tour de France qui débute, je le rappelle, le samedi 29 août prochain, donc dans 3 jours. Et avant de se quitter, vous n'allez pas y louper, il va falloir se mouiller un petit peu. Un prono pour le podium final. Alors c'est même pas le vainqueur, c'est le podium. Alexandre. Bernal, Roglic, Pogacar. Waouh. Mathieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. Mathieu. Pour l'ordre, je sais pas, c'est compliqué, mais je dirais peut-être Roglic, Pinot, Pogacar. Bon, on a au moins le français sur le podium. Je préfère le podium de Mathieu à celui d'Alexandre, hein. Un petit peu de chauvinisme. Allez. Pour Thibaut Pinot. J'aimerais bien qu'il puisse y arriver quand même. Eh bien, on va croiser les doigts. En tous les cas, vous avez jeté vos dés, donc on fera le bilan le 20 septembre. On aura ça dans la boîte et on regardera attentivement tout cela avec le recul. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis et restez bien connectés sur les différents réseaux du groupe Eto pour suivre le Tour de France. Live tweet, analyse, podcast, tout sera là pour vous faire vivre la course du mieux possible. Évidemment, n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous le plus largement. On se retrouve évidemment très vite pour le départ du Tour de France. Salut!